Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'opération de révision du fichier électoral commence demain. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante. Cette opération concerne tous les Guinéens en âge de voter. Vous aurez le président de la CENI dès l'entame de cette édition. Le cortège du Premier ministre a essuyé des jets de pierre et confiné pendant 4 heures ce mercredi. Ces jeunes contre le pouvoir en place accusent Kassory Fofana d'être en campagne pour une nouvelle constitution. Le président français se prononce contre l'interdiction des listes communautaires pour les prochaines élections municipales de mars 2020. Il l'a fait savoir dans un discours à Paris devant le Congrès. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la Commission électorale nationale indépendante lance demain jeudi l'opération de révision du fichier électoral. C'est un travail qui prendra un peu plus de 3 semaines et concerne tous les Guinéens en âge de voter. Les opérateurs de saisie déjà déployés à l'intérieur du pays et dans les ambassades s'apprêtent donc à recevoir les Guinéens en âge de voter. Suivez le président de la CENI, Maître Salif Kébé. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce jeudi, c'est-à-dire dans moins de 24 heures, nous allons lancer les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales à l'échelle de tout le pays, comme à l'extérieur dans les 25 ambassades et consulats retenus. Opération capitale s'il en est, cette révision à titre exceptionnel, comme prévu à l'article 18 du Code électoral révisé, appelle un regain d'engagement de la part de tous les Guinéens. En effet, des moyens considérables ont déjà été investis, des équipements de pointe ont été acquis, des ressources humaines de qualité ont été mobilisées, tout cela pour rendre les plus exhaustifs possibles les résultats de l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Les recommandations de l'audit du fichier nous invitent tous à nous rendre de façon résolue et déterminée devant les caves et devant les kits biométriques pour nous faire enrôler. Vous avez 18 ans et non recensés. Dans le fichier électoral, vous êtes en premier concerné. Vous êtes déjà recensés. Lors des dernières révisions, vous êtes encore concerné. Vous n'avez jamais reçu de carte d'électeur parce que vous n'êtes pas recensé. Vous êtes aussi concerné. En résumé, tous les Guinéens en âge de voter sont concernés par les présentes opérations. Le Premier ministre guinéen en partance portugais et depuis ce matin à la baie, son cortège a essuyé des jets de pierre et a été confiné pendant 4 heures par des jeunes hostiles au pouvoir en place. Ces jeunes accusent Kassory Fofana et son équipe de vouloir faire une campagne pour une nouvelle constitution. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre venues de Mamoum pour déloger les manifestants. Mamadou Kalisso et Abou Koriakourouma. Le Premier ministre Kassory Fofana doit se rendre à Tougué pour le lancement de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Une petite escale du cortège chez le grand imam de l'abbé. Aussitôt, des jeunes arrivent par petits groupes et scandent des propos hostiles au chef de l'État et au Premier ministre. Les forces de l'ordre tentent de les canaliser. En vain, la tension monte. Jets de pierres et gaz lacrymogènes. Le cortège quitte les lieux pour rallier le quartier Punchung à la sortie de la ville. D'autres manifestants avaient déjà barricadé la route à l'aide de cailloux, des troncs d'arbres et brûlé des pneus. Un autre groupe de jeunes barricade la route menant au centre-ville. Le Premier ministre et sa suite sont piégés et confinés dans une résidence privée. Les 2 seuls pick-up de la CMIS dont dispose l'abbé, dépassés numériquement et sous-équipés, n'y pouvaient rien. Pendant 4 heures, des jeunes règnent en maître sur les lieux. La délégation du Premier ministre et l'équipe du ministère des Travaux publics observent la scène avec impuissance. À 15 heures,
des renforts venus de Mamoun, composés de policiers et de gendarmes, dispersent les manifestants. Ils procèdent à quelques interpellations. La société chinoise qui exploite le gisement de bauxite de Bofa Nord et Sud vient d'attribuer le marché du transport de son minerai à la société Joma Group de l'homme d'affaires Kabine Silla alias Bill Gates. Pour des spécialistes des mines, cette procédure viole les dispositions du code minier guinéen dans la mesure où le PDG de Joma Group assure l'intendance à la présidence. Idrissa Barry Aliouba pour les explications. Selon l'article 8 du Code minier guinéen, tout officiel du gouvernement, tout cadre du haut sommet de l'État ne doit avoir des intérêts financiers directs ou indirects dans une société minière. Partant de ce constat, cet activiste de la société civile, spécialiste des questions minières, se pose des interrogations après l'attribution par Chalco du marché de transport de son minerai de bauxite à la société Joma Group SA, dont le PDG est Kabine Silla, de l'intendance de la présidence. On se pose des questions. Dans quelles conditions un responsable de la présidence, proche du chef de l'État, influent, peut avoir un marché avec une société minière? Est-ce qu'il y a eu un marché passé de façon transparente, conformément au code des marchés publics? Mamoudou Kondé est un juriste qui s'intéresse aussi aux mines. Il se réjouit de l'attribution de ce marché à une entreprise locale, conformément à la promotion du contenu local, même s'il n'occulte pas la position politique du PDG de Joma Group SA. Le juriste émet aussi ses craintes. Je pense, comme c'est dans la main des Guinéens et les revenus qu'il va générer vont rester en Guinée, il va employer des Guinéens. Sûrement, ça y va dans le cadre du contenu local. Donc, ce qui est appréciable. Et en fait, des craintes. Effectivement, est-ce que, comme il est proche du président de la République, est-ce que son entreprise respectera effectivement la législation guinéenne? Quels sont les risques liés à l'attribution de ce genre de marché à un proche du pouvoir? Le journaliste minier apporte des précisions. Le fisc n'a pas le courage d'aller les inspecter et de savoir est-ce qu'ils payent ce qu'ils doivent payer au fisc, conformément à la loi fiscale du pays. Et le plus souvent, ça peut masquer un certain nombre de montages financiers. C'est le site d'information africaguinée.com qui a rencontré la coordinatrice du projet Chalco en Guinée. L'attribution de ce marché de transport de bauxite à Joma SA Group a tenu compte des règles et procédures en vigueur en la matière. Le contrat est d'une durée de 3 ans. Autre chose dans cette édition, des poubelles, voilà ce qui manque aussi à la Guinée. Mais depuis quelque temps, le gouvernement se bat comme il peut. Des centaines de poubelles sont déjà installées sur l'autoroute de Matam à Kaloum. Une fierté pour les habitants de l'autoroute et une incompréhension pour certains de la route Le Prince, car là-bas, aucune poubelle n'est installée. Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Sur l'autoroute Fidel Castro, elles attirent toute l'attention. Des poubelles, des dizaines de nouvelles poubelles installées de Matoto à Kaloum en passant par Matam. Une grande fierté pour les habitants qui trouvent là désormais un moyen de se débarrasser des ordures. Depuis que ces poubelles-là sont là, les riverains du quartier à chaque soirée, les riverains viennent ici pour jeter des ordures dedans. Et il y a aussi les camions de Albaré qui viennent ici chaque matin et chaque soir pour venir faire le ramassage de ces ordures ici à chaque fois. Mais à quelques kilomètres de là, sur la route Le Prince, certains habitants sont contraints de jeter les ordures par terre. Ici, aucune poubelle, certains citoyens le déplorent et parlent des manques de confiance. Je pense que c'est peut-être dû à la peur par rapport aux manifestations, parce que souvent quand il y a des manifestations ici, il y a des casses. À l'autoroute là-bas, c'est bien organisé. Les poubelles, quand ils sont remplis, il y a aussi des camions qui reviennent prendre ces poubelles-là pour aller jeter les ordures. Mais sur la route de Prince, on ne voit pas les poubelles, on ne voit pas même les camions là où on dépose les poubelles. En matière d'insalubrité, la route Le Prince bat le record. Le terre-plein central accueille souvent des sacs d'ordures, contrairement sur l'autoroute où le terre-plein central est dégagé. Interrogé ce matin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dit ne pas oublier les autres communes.
Ces poubelles-là, on est en train de les installer de façon programmatique. C'est maintenant sur l'autoroute. Après l'autoroute, jusqu'au niveau de Tanen et jusqu'au niveau du rond-point de Matoto, on va se retourner sur la route de Prince. Avec ces poubelles qui sont le fruit du contrat entre la Guinée et la société Al Bayrak, le gouvernement veut rendre professionnelle la gestion des déchets. 2 entreprises seraient déjà sélectionnées. L'une va s'occuper de la pré-collecte et du transfert des déchets vers la décharge. L'autre va gérer la décharge en attendant l'établissement d'un centre d'enfouissement technique. Éducation à présent, une école dans un état de délabrement avancé dans le centre-ville de la capitale. L'école primaire d'Almamia est abandonnée depuis 2018. Pourtant, elle comporte 36 salles de classe. Plus aucune activité scolaire n'y est plus possible. Abdourahmane Ba, Ibrahima Sori Kamara ont fait le constat suivi. Un bâtiment de 36 salles de classe. Mais à voir l'intérieur, on croirait au passage d'un cyclone. Aucun table-banc, aucun apprenant, ni enseignant. Cette école est abandonnée depuis 2 ans maintenant. Depuis 2018, l'école est comme ça. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien. Et comme nous, le chef de quartier de Kaloum, presque, pas de considération. Un jour, j'ai vu quelqu'un ici, la nuit, il enlève le fenêtre, tout ça, la carreau, tout ça, et ils sont venus pour renouveler. Mais au finalement, 3-4 jours après, les travaux ont arrêté. Pourtant, cet établissement se situe en plein cœur du centre-ville Kaloum. L'école d'Almamia n'est plus que l'ombre d'elle-même. D'après des sources silencieuses, son effectif est actuellement délocalisé dans un autre établissement. Mais cette solution n'a fait qu'empirer les choses. L'école primaire Almamia 1 et Almamia 2, ils sont rassemblés à l'école de gare. Après les examens, il y a une personne qui a gagné. Alors c'est très grave. Pour moi, vraiment, ça, c'est pas bon. Des activités de reconstruction avaient été entamées. Mais depuis, les travaux ont été arrêtés. Le conseil du quartier n'a aucune idée de la cause de l'arrêt des travaux, mais il a des soupçons. Après, on a entendu beaucoup de gens, soit disant que l'école là est vendue. À quelle personne? Ici. Et je vendais à telle personne. J'ai dit, moi j'ai entendu ça. Mais pour moi, je n'ai pas considéré. Et je suis prêt. Celui qui vient avec le machine pour tomber cette école-là, pour faire la maison personnelle, je l'ai brûlé là. Il n'y a pas de problème. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables, mais en vain. Nos demandes n'ont pas eu écho favorable. La finance islamique, l'outil d'une émergence économique, c'est le thème d'une conférence animée ce mercredi à l'université de Sonfonia, co-organisée avec le département langue et civilisation arabe de la dite université. L'événement a connu une forte mobilisation. Compte rendu, Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori Issouma. Au cours de cette conférence, les organisateurs sont revenus sur les bienfaits de la finance islamique et l'importance que la Guinée pourra tirer en rattrapant son retard dans le secteur. L'objectif de cette conférence est aujourd'hui de voir que notre pays, il y a un vide qui est là. Ça veut dire que la Guinée ne se rend pas compte de son retard acquis à propos de la finance islamique. Tous les pays de la sous-région aujourd'hui ont presque dépassé l'étape là, c'est-à-dire l'étape initiale. La Guinée, depuis 1983, a créé la Banque islamique de Guinée. Depuis l'existence de cette banque islamique, il n'y a pas eu d'accompagnement juridique, de cadre juridique et réglementaire. Le ministre Koutoubou Moustapha Sano, présent à l'événement, a d'abord rappelé les principes de la finance islamique. Les principes, elles sont clairs. On a la justice, on a le partage, on a l'équité, on a la transparence et on a avec tout ça aussi ce qu'on appelle la responsabilité. La responsabilité et la transparence. À travers la finance islamique, la Guinée pourra attirer les investisseurs internationaux et bénéficiera ainsi des milliers de dollars investis par les institutions. Cette finance aujourd'hui dispose plus de 2000 milliards de dollars.
au compte de cette finance. Et cette finance ne s'arrête pas au secteur banquier, mais il va au-delà de cela pour l'assurance islamique et les produits islamiques, les produits cosmétiques même islamiques qui sont déjà au marché. Il est important pour notre pays, pour que nous puissions attirer beaucoup d'investissements étrangers qui souhaiteront participer ou qui souhaiteront investir dans ce domaine-ci. Les banques primaires et autres entreprises associées à l'événement ont elles aussi affiché leur intérêt à accompagner la finance islamique. Et puis, c'est une jeune fille au visage meurtri et battu qu'une de nos équipes de reportage a rencontrée cet après-midi. Elle a été ligotée par les membres de la famille de son copain qui est gendarme. L'amour, l'infidélité, voilà un cocktail de mots qui a mis en conflit ces deux personnes. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara nous propose le récit. Suivez. Mortifiée au bord de l'agonie, nous croisons cette jeune fille à la voie sans secours. Elle a été battue par les proches de son copain. Il y a presque 2 ans, elle n'est presque plus en contact avec sa famille. Insupportable pour sa vie de débauche, ses parents la mettent à la disposition d'un gendarme du nom du colonel Kamara pour l'enfermer. Alors, selon la victime, l'histoire prend une autre tournure. L'homme décide d'aménager chez lui et sortir avec elle. Il m'a détourné alors que mes parents m'ont confié à lui pour éviter la débauche. Il est tombé amoureux de moi. Chaque fois, il m'amène chez lui. Elle ne s'arrête pas là pour dire qu'elle a déjà un enfant pour le gendarme. Ce dernier a 2 autres femmes au foyer qui la détestent profondément. Voilà pourquoi, dit-elle, elle essuie la colère du colonel Kamara. Pas seulement, la jeune fille accuse son compagnon de jalousie. Ce sont ses proches qui m'ont frappé. Ils m'avaient appelé pour récupérer mon téléphone. Chaque fois qu'on part à la gendarmerie, ses collègues disent que trop c'est trop. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Joint au téléphone, le colonel alité dans un village, nie tout en bloc. Négatif. Ses parents sont à Kindia. Il y a plus d'1 an, elle avait une grossesse de 7 mois. Et justement, sur la question, je vous demande, parce qu'elle m'a dit qu'elle a un enfant, est-ce que c'est le vôtre? Non, pas du tout. C'est ce que je voulais vous expliquer. Vous comprenez? Répondez seulement, ce n'est pas votre enfant. Je n'ai pas vu un enfant dans son dos, bien dans son ventre, je ne connais pas. Chantage, insiste l'homme en uniforme et invite la victime à déposer sa plainte n'importe où. Est-ce que c'est son problème? Moi, je suis retenu ici par ma hiérarchie, le général Bali. C'est à cause d'elle que vous avez refusé la mutation. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Comment? Mais comment je peux être même lié à elle? Qu'est-ce qui me lie à elle? L'air désespéré, la jeune fille et son copain sont déterminés à livrer un bras de fer sans merci. Nous revenons sur ce sujet. Une altercation s'est produite ce week-end dernier entre notre confrère et collaborateur Mohamed Mara et les policiers de la CMIS 21 de Koza. Mara confie avoir été brutalisé par ces hommes en uniforme. L'acte s'est passé chez un pneumatique dans le quartier Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Dans cet élément de reportage, notre collègue s'exprime sur le sujet après les excuses présentées par le directeur général de la police. Et vous allez entendre aussi pour la première fois celui qu'on peut considérer comme le témoin oculaire, le vulcanisateur. Rosaline Goto Monemou et Ibrahim Assouma ont été aussi à la police. Le samedi 16 novembre, dans les environs de 17h, le journaliste Mohamed Mara fait une escale chez le vulcanisateur pour entretenir le pneu de son véhicule. Quelques minutes après, c'est un pick-up de la CMS numéro 21 qui arrive et gare juste derrière sa voiture. Mara, voulant prendre le départ, a trouvé qu'il était coincé et a demandé aux policiers de reculer pour qu'il puisse sortir. Ces derniers auraient refusé. C'est là qu'il a pris l'initiative de prendre la photo de la plaque du véhicule. Mais il ne fallait pas. Ces hommes en uniforme l'auraient brutalisé. Je prends une photo de la portière pour avoir un témoignage. Je regarde, je dis c'est bien la CMS 21. Un deuxième agent s'avance vers moi, me prend le bras, essaie de me tordre le bras dans le dos pour me retirer le téléphone.
Comme je ne lâchais pas le téléphone, le chauffeur, lui, me donne des coups dans la poitrine. Il tenait ma chemise qui était complètement partie. Ces policiers de la CMS 21 de Koza reconnaissent avoir empêché Mohamed Mara de les prendre en image. Mais ils ne l'ont jamais donné des coups de poing. En prenant l'image, maintenant, le chauffeur aussi a levé sa tête. Il a vu qu'il prenait la photo du chauffeur. Il a pris sa main. Il dit maintenant, pourquoi tu prends ma photo? Pour quelle raison? Nous, on est descendu maintenant avec l'agida maintenant. On a dit le gars maintenant de le laisser Mara. Il a laissé Mara. En prenant la photo, Mara dit, vous allez me connaître, je vais vous montrer qui je suis. Mais dire que Mara a reçu un coup, il ment et il ment. C'est le vulcanisateur auprès de qui l'incident s'est produit. Il revient sur la scène. Il n'y avait pas d'espace. Il y avait le véhicule d'un lieutenant qui était garé devant. Mara est venu pendant qu'on mettait de l'air dans ses pneus. Les policiers sont venus dans leur véhicule. Quand on a fini, il ne pouvait plus sortir. Il ne pouvait pas aller devant ni derrière. Il a demandé aux policiers de reculer et ils ont commencé à lui lancer des mots sales. Il a pris l'image de leur véhicule. C'est là qu'un des policiers est venu le prendre par ses cols. On l'a frappé parce que quand tu prends quelqu'un à le col, c'est que tu l'as frappé. Après cette altercation, le journaliste Mohamed Mara est actuellement en soins. Il compte porter plainte contre les auteurs de son agression. Il s'est déjà trouvé un avocat, en l'occurrence, maître Pépé Antoine Lama. Les coups à la poitrine, ce que cela a provoqué, un cabinet de cardiologie s'est exprimé là-dessus. Je suis en ce moment en soins. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je parviens à me lever. Mais je sais la douleur que j'ai traversée dans mon corps. Donc, c'est là. Et tout cela, les rapports médicaux sont déjà dressés. Nous allons, et mon avocat va vous le préciser, dans les jours à venir, porter plainte. Une pétition de collecte de fonds se fait actuellement sur la toile pour sa cause. Cependant, Mohamed Mara dit ignorer les auteurs de cette pétition. Mais comme le mécanisme est lancé, il encourage les initiateurs et trouve que cela pourrait servir aux victimes des violences policières. Je vous le disais donc tantôt, nos collègues se sont aussi rendus à la police. Comme prévu, le général Bafoué a fait venir dans son bureau mardi les éléments qui étaient à bord du pick-up de la CMS 21 qui aurait violenté le journaliste Mohamed Mara. C'est une façon de montrer aux citoyens la transparence de la police. Il est au micro de Rosaline Goto-Monemou et de Ibrahima Souma. Le week-end, quand Moussa Mara m'a appelé, qu'il a été agressé par des policiers, il m'a envoyé l'image. J'ai dit, mais c'est aussi simple, c'est la CMS numéro 21 de Koza. Dès lundi, j'ai dit au commandant de me conduire les éléments qui étaient à bord et ils vont venir m'expliquer. Depuis ce matin, les éléments sont là depuis 7 heures. Et vous avez vu les 2 brigadiers plus l'adjudant qui dirigeait la mission. Je voudrais d'abord vous montrer qu'on est transparent, qu'on est de cœur avec vous, qu'on a le droit de vous protéger, on n'a pas le droit de vous agresser, et que ce que Mohamed a dit, si cela était vrai, que les agents peuvent être retrouvés et être sanctionnés, si les preuves sont là, et que désormais, quand il y a des choses comme ça, qu'on peut se gérer. C'est pas, j'ai entendu le matin qu'on aime négocier, moi je ne négocie pas. Si des agents déconnent, vous les journalistes, vous devez être protégés par nous. C'est pour cela souvent on fait des séminaires ensemble. Comment est-ce que la presse doit travailler avec la sécurité, mais quelque part aussi vous devez dire la vérité. Mais je vois dans ça, il y a des non-dits. Certains fils de la Basse-Côte viennent d'introniser un nouveau chef coutumier. Il s'agit d'Elhadj Souna Yansane. Ils sont désormais 3 personnalités reconnues par différents groupes comme des patriarches de la Basse-Guinée. Comment les Guinéens apprécient autant de pluralité dans la région autour des autorités morales? Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré ont rencontré quelques citoyens suivis. La bataille pour le contrôle du trône de Kontigi de la Basse-Guinée continue de plus belle. Après Elhadj Mamadou Souma, c'est Elhadj Souna Yansane qui s'invite dans la bataille. Il vient d'être intronisé à Kaloum par certains fils de la région. Interrogés, certains citoyens ont réagi sur le sujet. Ils s'insurgent contre cet amalgame au sein de la coordination de la Basse-Côte. Pas bon attendre cela, parce qu'une communauté légitime, quand on dit une communauté est légitime, cette communauté a droit à un seul chef. Et quand moi j'attends qu'il y a 3 chefs qui se battent pour le trône, franchement, c'est pas bien à attendre, c'est pas joli à voir pour une communauté. Donc,
Ces citoyens invitent les fils et filles de la Basse-Côte à prendre l'exemple sur les autres coordinations. Moi, j'ignore l'élection, l'élection de ces chefs, mais il faut qu'il y ait une solution pour trouver un seul chef et finir cette crise-là. Parce que là, on ne doit pas mériter ça. À propos des coordinations des Soussous, c'est que moi, je peux m'exprimer pour ça, puisqu'ils n'ont qu'à être égaux, parce qu'ils n'ont qu'à prendre exemple avec Haute-Guinée, Guinée forestière, Moyenne Guinée. Parce que là-bas, il y a une seule société là-bas. Il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à diviser, parce que la division n'est pas bonne. Elijah Serouna, considéré comme le plus influent, n'a pas hésité. Il a qualifié de fou les personnes qui sont derrière l'intronisation de Elijah Sounayan Sané. Il a déclaré qu'on ne peut pas installer un Kuntigi sur une terrasse. En retour, l'autre patriarche installé a fait savoir que la Basse-Guinée n'aura jamais deux patriarches. Il se réclame seul et unique à Kuntigi. Et le Mali traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent. Lundi dernier, plus de 24 soldats maliens ont été tués par une attaque djihadiste à l'est du pays. L'artiste Salif Keïta a récemment laissé éclater sa colère face à la flambée des violences depuis l'avènement du terrorisme dans son pays. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'artiste accuse ouvertement la France d'être derrière les tueries au Mali. Les ressortissants maliens vivant à Conakry se disent préoccupés de la situation et demandent le retour de la paix au Sahel. Reportage Mohamed Valek Touré et Amar Alexila. Le Mali traverse aujourd'hui une situation sécuritaire instable. Dans une vidéo publiée jeudi dernier sur les réseaux sociaux, le chanteur Salif Keïta interpellait le président Ibeka en l'accusant de soutenir les djihadistes dans ces moments critiques au Mali. Une illustration de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté malienne vivant en Guinée. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme qui est en train encore de partager l'Afrique. Et c'est cette guerre-là qui continue au Mali. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Tout le monde le sait. Donc chacun veut prendre sa part du gâteau, comme la conférence de Berlin. La situation du Nord Mali constitue un coup dur pour les ressortissants maliens vivant à Conakry. Ce lundi, une nouvelle attaque djihadiste a coûté la vie à 24 soldats maliens dans l'est du pays. L'artiste Salif Keïta, dans ses propos, invite le président Ibeka à ne plus obéir aux ordres de la France. Cette guerre nous a été imposée par l'Occident, par les Arabes et par la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, cette démocratie-là, ça n'engage que moi. Il y a des failles. On nous a imposé cette démocratie-là en affaiblissant nos chefs. Le Mali serait-il capable de régler ce problème même sans l'apport de l'étranger? Une question qui taraude les esprits des frères maliens. Il demande à la communauté internationale de changer la règle du jeu au service du retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Salif, c'est un artiste de renommée. Il peut prendre audience avec Ibeka, lui dire ce qu'il pense, mais pas publiquement. Au regard des ennemis qui sont en train de nous affronter, on n'en fait plus bas un chef. Si la France paye des gens pour déstabiliser le Mali et créer des rumeurs sur la présence des djihadistes, les ressortissants maliens vivant en Guinée ne demandent qu'une chose, le retour de la paix sur l'ensemble du territoire. En région, Bobo Duncan, l'un des plus grands agriculteurs du pays, nous transporte dans son champ. Il possède désormais une unité industrielle qui transforme plus de 100 000 tonnes de paddy par an. Cette usine permet d'employer des dizaines de personnes issues de la localité. Moussa Moïsila, Abou Koria Kourouma étaient du côté de Boké ce week-end. Alseni Bari commente leur image. Ancien acteur de la pêche, aujourd'hui agriculteur de renom, Bobo Denkeng est une icône dans le monde de l'agriculture. Pourtant, tout est parti d'une petite rencontre avec l'ancien président Conté qu'il fournissait en poisson. C'était en 2003. Mon prédécesseur, qui était premier vice-président de la Chambre, m'a trouvé là-bas. Il a dit au président, ton ami pêcheur, il a fait l'agriculture. Ce dernier a dit, ah non, il ne peut pas faire, il n'est pas fou comme vous. Il dit, je jure qu'il fait là, il dit, mais il n'a pas de tracteur. Il dit, oui. Après, ce président a été, il dit, bon, si tu m'accompagnes ici,
Jusqu'au soir, je vais te donner un tracteur. Il recevra son tracteur. Cette année-là, il fera 1150 hectares. Malgré tout, la récolte ne sera pas fructueuse, faute d'expérience. Avec le temps, il agrandit son champ et fait également la pêche industrielle. On faisait seulement, on s'aimait parce qu'on pensait que c'était tout. On ne savait pas qu'il fallait désherber, qu'il fallait mettre de l'engrais, ainsi de suite. Donc l'année là, même l'équivalent de la semence, on n'a pas pu récolter. Les temps ont changé. L'homme détient désormais une rizerie. Il a des moissonneuses batteuses, des travailleurs dévoués, des terres agricoles à perte de vue. Il produit, transforme et commercialise le riz à travers son unité industrielle. Bon, la nécessité est partie du fait que, comme les 6 ou 8 premières années, j'ai donné toute ma récolte. Après les années suivantes, comme j'aidais beaucoup les villageois, ils ont honte de me demander. Donc j'avais mon riz ici qui faisait 1 an, 2 ans, sans être décortiqué et vendu. C'est ainsi que je me suis dit, il me faut une rizerie, avant l'initiative présidentielle. La concurrence reste forte entre ces importateurs et exportateurs de riz. L'État devrait assurer la réglementation, mais Bobo Denken n'est pas précis. Le paysan de là-bas est subventionné. Ceux qui collectent là-bas et exportent aussi sont subventionnés par l'État pour encourager l'exportation. Donc, le paysan là-bas, producteur, est subventionné, l'exportateur est subventionné, et arrivé ici, il ne paye pas les taxes. Comment moi je peux le concurrencer sur le marché? Donc c'est un peu ça. Mais tout ça là, j'en ai parlé avec la haute autorité. Elle est disponible. J'ai dit d'attendre que toutes les rizeries soient fonctionnelles, qu'on soit en capacité de remplir nos engagements. On fera comme les autres États. Donc on attend que tout soit fonctionnel d'abord. L'usine a une capacité de 100 000 tonnes de paddy par an. Bien au-delà, il rachète le riz des différents cultivateurs du pays, ce qui permet aux agriculteurs d'effectuer d'autres activités parallèles. Ailleurs dans le monde, Emmanuel Macron se prononce contre l'interdiction des listes communautaires en politique, notamment pour les prochaines élections municipales de mars 2020, dans un discours à Paris devant le Congrès des maires de France. Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer? Parce que soudain les esprits s'échauffent. Je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Et puis, surtout, il ne faut pas en la matière avoir quelque naïveté que ce soit. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.